Putain, j'ai vraiment l'impression que la caméra est en mode selfie. Je devrais peut-être baisser un peu. Tant pis, vous me voyez un peu d'en haut parce que la configuration fait que la caméra est en haut. Donc j'ai l'air de faire un selfie, je vous sens très très grand. Voilà, bref. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de choses que je fais que je ne faisais pas avant. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les choses que je ne fais plus, que je faisais avant et qui ont changé ma vie. Je vous remettrai là la vidéo si vous l'avez pas vue. Et du coup, je vous avais proposé de faire la version inverse en fait, avec les choses que je fais que je ne faisais pas avant. Et vous avez été nombreux à me dire que c'était cool, donc écoutez, j'ai écrit cette vidéo, donc je vais la faire aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'en fait elle est écrite et que je la filme pas, donc je suis dans l'humeur aujourd'hui. Et j'ai répertorié 6 choses et une 7e qui est... je sais pas si elle est ultra pertinente, mais je vais vous le donner quand même, c'est en rapport avec cette chaîne, donc je sais pas si c'est quelque chose que vous pourrez tous vous approprier, dans la mesure où j'imagine que la plupart d'entre vous n'avez pas une chaîne YouTube, mais bon, je vous le donne quand même, et puis c'est parti. Alors, la première chose que je fais, que je ne faisais pas avant, c'est passer du temps seul. C'est bête, hein, mais passer du temps seul avec moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Je suis quelqu'un d'extraverti et pour moi, c'était limite angoissant d'être toute seule. Et quand j'étais toute seule, il fallait qu'il y ait soit la télé. Je vous avais parlé la dernière fois dans la fameuse vidéo du fait que je regardais beaucoup la télé. Donc, il y avait soit la télé, soit de la musique. Il n'y avait pas de podcast parce qu'à l'époque, les podcasts n'existaient pas, ou en tout cas pas dans ma vie, quoi. Je ne connaissais pas l'existence des podcasts. Mais du coup, c'était sinon un livre audio. Mais en fait, je passais jamais de temps seule. Et si je voyais personne pour X raisons pendant un certain temps, je me sentais vraiment pas bien. Et aujourd'hui, pour moi, passer du temps seul, c'est une priorité. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai besoin, et j'en reparlais encore avec Marie de la chaîne Antithésie il y a pas longtemps, en fait, j'ai besoin de au moins 2 heures, voire 3 heures par jour, seule, totalement seule, avec aucune distraction et juste avec moi-même, avec mon iPad en train d'écrire en fait. Je passe beaucoup de temps à brainstormer avec moi-même et à me poser des questions sur ce qui se passe dans ma tête. Et je pense que ça sonne... Enfin, mon moi il y a quelques années qui m'aurait entendu dire ça dirait mais c'est très égocentré cette histoire. Et en fait, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup et qui me fait beaucoup de bien. Et je pense que beaucoup d'introvertis le font assez naturellement, en fait, passer du temps seul avec eux-mêmes dans leur esprit. Mais en tant qu'extraverti, c'est pas un truc qui nous est forcément naturel. Et ça a littéralement changé ma vie dans le sens où j'étais pas au courant de ce que je pensais, de ce que je ressentais et de ce que j'avais envie. Donc en fait, ce temps-là, pour moi, il est extrêmement précieux et il est non négociable aujourd'hui. Et quand ça m'arrive de passer un jour ou deux, pour X raisons, je travaille beaucoup, je suis en déplacement ou quoi, et j'ai pas autant de temps, je passe au moins un quart d'heure, 20 minutes à écrire et à être seule, et j'en ai vraiment besoin. Je fais aussi de la méditation dans ces cas-là. En général, si j'ai que 20 minutes, je préfère les passer à méditer qu'à écrire. Mais voilà, ça me sert énormément et c'est vraiment un truc que j'aurais pas pensé faire un jour dans ma vie, quoi. Deuxième truc que j'ai noté, c'est agir malgré la peur. C'est bête, hein, mais il y a quelques années, pour moi, la peur, c'était juste un signal que quelque chose va pas, et du coup, si j'ai peur, c'est qu'il faut pas le faire, en fait, c'est que c'est dangereux. Désolée, je vais avoir mal aux pieds et aux chevilles, parce que je suis assise sur mon pied, en fait, parce que j'essaie d'être face à la fenêtre, parce que je suis à Paris, et qu'il est passé 15 heures, du coup, il fait gris dehors, et il y a pas de lumière, quoi. Donc voilà, donc vous allez me voir bouger. Mais il y a quelques années, si j'avais peur, j'agissais pas, parce qu'en fait, je me disais, j'ai peur, en fait, c'était une assez bonne raison pour pas le faire. Genre, si on me demandait, pourquoi tu fais pas? Parce que j'ai peur. Maintenant, j'ai appris à reconnaître les peurs qui sont des vraies peurs, en fait, des peurs de « Ah oui, mais si je fais ça, en fait, c'est pas moi. » Et du coup, c'est vraiment une peur légitime, genre si je fais ça, je vais mourir. Par exemple, quand j'ai peur du vide, je me dis pas « Tiens, je vais sauter quand même. » Vous voyez, donc reconnaître les vraies peurs, des peurs qui sont en fait juste peur de sortir de sa zone de confort, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai appris à agir malgré la peur, chose que pareil, j'aurais pas cru possible. Et en fait, j'attendais indéfiniment le moment où j'aurais levé cette peur. C'est-à-dire, je me disais, tiens, j'ai envie de faire ça, mais là, j'ai trop peur, donc je vais faire en sorte de plus avoir peur de ce truc-là. Et je vais trouver tous les stratagèmes qu'il faut pour ne plus avoir peur de ce truc-là. Donc je vais, par exemple, faire des millions de recherches sur le truc, pour être sûre d'avoir prévu tous les cas de figure, etc., avant de me lancer. Maintenant, je me lance, en fait. Je sais que la peur, elle est normale et que c'est cool, au contraire. Ça veut dire que je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait avant, qui va me faire grandir, en fait. Et du coup, j'ai aussi, moins peur de me planter parce que, quand on fait ça, quand on agit malgré la peur, on se plante un peu plus souvent et en fait, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si grave. Donc, voilà. Du coup, c'est plus facile à faire, plus on le fait, quoi. Le troisième truc que j'ai noté, ça me fait rire parce que ça me ressemblait tellement pas, mais c'est l'autodiscipline. C'est un truc que je faisais pas du tout.
pareil, j'étais vraiment dans le mais il faut s'écouter, la discipline c'est pas bien, faut quand même penser à profiter de la vie et c'est important de pas être dans l'autoflagellation. Et moi enfin pour moi la bienveillance c'est certainement la valeur la plus importante dans ma vie en fait, d'être bienveillant. Et du coup l'autodiscipline je le vivais comme de la malveillance envers moi-même. Et maintenant j'ai compris un truc très bête qui est que en fait c'est comme l'éducation d'un enfant finalement. C'est pas de l'amour ou de la bienveillance que de toujours dire oui à un enfant en fait. De pas lui donner de repères, de pas le laisser être frustré ou voilà, ne pas finalement installer une certaine discipline. Et donc maintenant je le fais. Et ce que j'appelle l'autodiscipline dans mon quotidien, ça va vouloir dire que je m'impose des choses en fait. Je m'impose par exemple l'écriture, je m'impose la publication de mes vidéos, je m'impose des temps où je fais certaines choses. Le ménage par exemple, c'est un truc tout bête, mais je m'imposais pas de ménage il y a encore quelques années. Enfin, je m'impose des choses. Et je le choisis moi-même. Et c'est pas une contrainte, c'est vraiment dans l'amour de moi en fait. De juste, je sais que c'est pour moi que je fais, que c'est pour mon bien. Et du coup, ça fait maintenant partie de mes repères. Alors, c'est pas toujours facile, hein, évidemment. C'est pas agréable en soi et c'est pas fait pour l'être. Mais la finalité, elle, est très satisfaisante. Et du coup, j'ai appris ça. Je suis encore en phase d'apprentissage sur certains domaines de ma vie. Il y a des choses sur lesquelles l'autodiscipline est plus difficile que d'autres. Mais c'est définitivement quelque chose que je fais et qui m'a apporté énormément de liberté, en fait, dans ma vie. Quatrième chose que j'ai notée, c'est quelque chose que je faisais pas avant, c'est que je regarde au moins un contenu par jour qui m'apprend quelque chose que je souhaite apprendre en fait, et sur lequel je procrastinerais sinon. C'est-à-dire que j'ai pas de raison valable de là maintenant tout de suite consommer du contenu à propos de ce truc-là. J'avoue que ça a été rendu beaucoup plus facile ce truc-là depuis qu'il existe les podcasts, parce que j'ai pas mal de déplacements, comme tout le monde quoi, je prends les transports et tout ça, et du coup c'est plus facile de tous les jours avoir au moins un contenu qui va m'apprendre un truc sur un domaine que je veux apprendre. Donc je sais pas, ça peut être des sciences, ça peut être des sciences cognitives, ça peut être du business, ça peut être plein de trucs, l'éducation, plein de domaines dans lesquels j'ai pas forcément un besoin urgent en fait. Et je décide pas de lire ce livre ou de écouter ce podcast ou de regarder cette vidéo parce que j'ai un besoin, mais vraiment juste parce que j'ai envie d'apprendre sur ce sujet-là, et je me le fais au moins une fois dans la journée. Et je vous parlais dans ma routine du matin, que je vous remettrai là si vous l'aviez pas vu, je vous parlais du fait que très souvent quand je me maquille, je regarde un TED Talk, ou j'écoute un TED Talk aussi sur les podcasts de TEDx. C'est juste TED je crois. C'est juste TED. J'écoute les podcasts et en fait, voilà, ça fait partie de ces choses-là, quoi. Ça fait partie de ce que je considère comme étant des contenus qui m'apprennent des choses tous les jours, quoi. Et maintenant, il y en a au moins un par jour, mais très souvent, c'est bien plus que ça, en fait. Ensuite, la cinquième chose que je fais, et ça, c'est pas depuis longtemps, donc c'est pas encore super acquis, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie de pas le faire. Désolée, c'est assez inconfortable, en fait, je suis sur mes genoux et mes chevilles. C'est d'éteindre mon téléphone lorsque je suis avec mon copain. Genre par exemple si on va au restaurant, on va beaucoup au restaurant. En fait quand on est tous les deux on aime bien sortir, on n'aime pas tellement cuisiner ni l'un ni l'autre, donc on va au restaurant. Et en fait d'éteindre mon téléphone, ou de même tout simplement le laisser à la maison, comme ça j'ai pas besoin de l'éteindre. Parfois on le prend quand même parce que j'ai besoin de l'heure, ou on aura besoin de peut-être commander un taxi ou quelque chose à la fin du repas, donc voilà, mais juste éteindre mon téléphone. Et ça je vous dis que c'est pas totalement acquis parce que je suis un petit peu une workaholic comme on dit. J'ai un peu tendance à beaucoup aimer j'aime juste beaucoup mon travail, donc j'ai beaucoup de mal à m'en détacher, mais je suis en train d'apprendre ça parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour avoir une vie équilibrée à mon sens. Mais c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et que pour l'instant je tiens bien depuis on va dire, c'est quand j'ai commencé à faire ça, octobre-novembre dernier à peu près. Donc je sais plus exactement quand, mais à l'automne dernier. Donc c'est assez frais, mais c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer pas mal de choses, parce qu'en fait ça nous accorde du temps de qualité que finalement je pensais avoir mais que je n'avais pas, avec la présence de mon téléphone allumé, quoi. Ensuite, la sixième chose que j'ai mis sur cette liste, c'est vivre les émotions jusqu'au bout. Ça, c'est un truc, clairement, j'avais très très peur des émotions désagréables, en fait. Et je m'autorisais pas à juste accepter que je suis stressée, que je suis frustrée, que j'ai peur, notamment je vous parlais de la peur un peu plus tôt, juste me dire « Ah ouais,
ah ouais, en fait, c'est vrai, j'ai peur. Là, j'ai peur. Là, j'ai juste peur. Et donc, je m'assois sur ma chaise et j'accepte que j'ai peur. Et j'autorise la peur à être là. Je fais, ah tiens, ça fait quoi la peur? Ah tiens, ah ouais, dans mon bide et tout. Hier, je l'ai eu. J'ai donné une prestation de maquillage artistique sur Paris. Et en fait, j'étais dans mon taxi, après être passée à un magasin parce qu'il me manquait du matériel. Et du coup, j'avais réservé du matériel dans un magasin spécialisé qui ouvrait juste avant l'heure à laquelle je devais commencer ma prestation. Du coup, j'étais un petit peu juste en temps. Et donc, je suis allée chercher les articles et tout. Je les ai achetés, c'était bon, j'avais tout, j'étais dans le taxi. Et là, je ressens l'émotion, en fait, et je me dis, tiens, là, c'est marrant parce que maintenant, je le regarde vraiment de manière un peu en observateur, en fait. Je me dis, ah, tiens, qu'est-ce que c'est cette émotion-là? J'ai un nœud dans le ventre, c'est quoi? C'est du stress? Est-ce que je suis stressée à l'idée d'aller à cette prestation? Non. Non, c'est pas du stress. C'est quoi? C'est de l'angoisse? Non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est de la peur? C'est de la peur. Ok, qu'est-ce que c'est comme peur exactement? Et en fait, je me suis aperçue que j'avais peur de pas réussir à faire un maquillage de zombie parce que j'en avais pas fait dans mes dernières prestations. En fait, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de maquillage de zombie. Et du coup, j'étais tiens, est-ce que j'aurais pas oublié de faire un maquillage de zombie? Et en fait, j'aurais pas, il y a quelques années, j'aurais pas reconnu que j'avais le ventre qui serrait, j'aurais pas reconnu que j'avais une peur, et j'aurais fui ça, et je me serais dit, oh là là, mince, ce serait bien que je mange quelque chose, ou que je fasse un petit quelque chose avant cette prestation, parce que là, je me sens pas super bien. Mais j'aurais pas juste accepté que, bah ouais, en fait, j'ai juste peur de plus savoir faire de zombies, et que c'est ok, quoi. Et que je peux juste, accepter cette peur, la laisser me traverser, et basta quoi. Et donc c'était assez drôle. Donc ça c'est typiquement le genre de choses que je fais maintenant, c'est-à-dire que dès que je ressens des émotions, alors je fais pas forcément tout le temps parce qu'il y a trop d'émotions dans une journée et ça serait extrêmement épuisant de le faire à chaque fois, mais la plupart du temps je vis mes émotions jusqu'au bout, c'est-à-dire je remarque une émotion, je la vois et je fais ah ok c'est ça. Et du coup je me pose et j'accepte que l'émotion traverse mon corps et de ressentir tous les symptômes de cette émotion physique et j'accepte que c'est pas grave en fait, alors qu'avant j'aurais pas forcément remarqué qu'il y avait une émotion et si je l'avais remarqué je me serais dit oulala je suis stressée, je vais me prendre un petit truc à manger ou à boire, ça va me faire du bien parce que moi c'est mon tampon émotionnel hein. Mais pour vous c'est peut-être autre chose, c'est peut-être fumer une cigarette, c'est peut-être aller vous acheter un petit truc sur internet ou j'en sais rien, regarder une vidéo YouTube par exemple. Voilà, quelque chose en tout cas qui vous éloigne de l'émotion pour ne pas la vivre en fait. Et maintenant je les vis et ça a vraiment changé des choses. Et enfin la dernière chose que j'ai changé et que je fais maintenant que je faisais pas avant, ça concerne YouTube, donc je sais pas dans quelle mesure ça vous sera utile, mais c'est que maintenant je planifie mes vidéos. Donc j'ai un planning, j'ai 2 vidéos par semaine, j'ai un podcast par semaine et surtout j'écris mes vidéos. Là vous pouvez le voir, j'ai devant moi mes notes en fait. Et avant, quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais même pas pensé au fait que je pouvais écrire les vidéos. Et c'est quelque chose qui a changé pas mal de choses finalement parce que ça me permet d'avoir un contenu qui est beaucoup plus cohérent, qui me plaît davantage. Et enfin, avant, je me réveillais à des moments après plusieurs mois sur ma chaîne et je me disais mais attends, en fait, j'ai pas parlé des trucs dont je veux vraiment parler. Et pourquoi? Parce que en fait, je me posais devant ma caméra et je filmais le truc qui me venait à l'esprit ou le truc que j'avais envie de faire sur le moment, mais sans m'être posé la question de qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur cette chaîne, de quoi j'ai envie de parler en fait, et dans quelle direction je veux aller. Donc c'est vraiment un truc que maintenant je fais en conscience, et j'ai commencé à comprendre ça quand je suis allée au YouTube Space parce que j'avais fait partie du premier Next Stop Paris. Et en fait, dans la semaine, on nous a dit, voilà, il faut écrire la vidéo, quoi. Et moi, j'étais, pardon? Non, mais ça marche pour les comédiens qui font des sketchs, mais pour moi, je vais pas écrire ma vidéo, ça serait complètement ridicule. Et en fait, non, c'est pas du tout ridicule de faire un plan, de se poser, se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais parler. Et moi, dans ma tête, en fait, écrire la vidéo, ça voulait forcément dire avoir un ton un peu journalistique, vous savez. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Moi, je veux un ton conversationnel comme on a là. Parce que c'est avec ce type de contenu que je me sens bien en tant qu'auditrice, mais c'est aussi ce que j'aime faire. Moi, j'ai envie qu'on se parle d'égal à égal. En fait, je trouve que déjà, dans la vidéo, il y a finalement une certaine asymétrie, quoi. Et c'est assez facile de mettre les youtubeurs sur un piédestal juste parce que ils sont derrière l'écran et qu'on les voit en fait. Et puis ne serait-ce que la plateforme en elle-même, enfin vous avez la personne dans sa vidéo, puis vous avez les gens en commentaire, il y a quand même une hiérarchie qui se fait là. Donc je trouve que quand on fait un contenu qui est écrit et qui est hyper pro dans le format, je trouve que ça rajoute en fait à ce décalage entre l'auditeur et soi, et du coup je voulais pas le faire pour ça. Et en fait je me suis rendu compte que pas du tout en fait, ça dépend comment on le filme et l'intention qu'on y met, et je pense que j'ai assez bien réussi à écrire mes vidéos et à faire un contenu cohérent sans pour autant
je sais pas, faire... dites-moi d'ailleurs comment vous vous sentez sur cette chaîne en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage dans le ton et que je me présente en sachante et que vous, vous n'êtes pas les sachants parce que c'est pas du tout la volonté en tout cas, et c'est pas du tout la sensation que j'ai. Mais je veux bien avoir votre retour tiens, là-dessus, comme ça nous donne un petit sujet de conversation dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire sur le sujet, je m'arrête là, et puis n'hésitez pas à me dire vous, ce que vous faites que vous ne faisiez pas avant et qui a changé des choses pour vous dans votre vie. Et puis écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Hello la communauté et bienvenue dans ce mot du jour numéro 32. Je suis à San Francisco. Au moment où j'enregistre ça, j'allais dire je viens juste d'atterrir en fait.